Est-ce que le bien-être moderne vous fait vraiment du bien ? Prenez quelques secondes avec cette question. Pas la question de savoir si vous aimez l'idée du bien-être. Parce que l'idée du bien-être, c'est toujours très joli ou inspirant. La vraie question, est-ce que concrètement dans votre vie, dans votre corps et dans votre quotidien, le bien-être moderne vous fait du bien, vous fait aller mieux ? Parce qu'il y a quelque chose d'un peu étrange dans l'époque que nous traversons. Nous n'avons jamais autant entendu parler de bien-être. Il y a des podcasts sur le bien-être, des livres, des comptes Instagram, des applications, des retraites, des coachs, des rituels, des protocoles. Le bien-être est partout. Et pourtant, les chiffres sur l'anxiété ne baissent pas. Les chiffres sur l'épuisement ne baissent pas. Et un nombre croissant de personnes disent se sentir fatiguées, non pas malgré le bien-être, mais avec lui. Alors que se passe-t-il vraiment ? Notre environnement est-il autant saturé pour que le bien-être ne soit plus totalement bien-être ? Soyons honnêtes, qu'est-ce que le bien-être moderne fait et ne fait pas pour nous ? La machine du bien-être a des cercles. Je veux vous parler de quelque chose que beaucoup de gens qui gravitent dans le monde du bien-être connaissent bien, même s'ils n'ont pas toujours les mots pour le nommer. Le monde du bien-être en France particulièrement, mais aussi au Royaume-Uni et aux États-Unis, fonctionne beaucoup en cercles. Des cercles qui se reconnaissent entre eux, qui se recommandent entre eux, qui se propulsent entre eux. Vous avez peut-être remarqué quelque chose en scrollant sur les réseaux sociaux. Les mêmes noms reviennent toujours dans les mêmes espaces. Les mêmes personnes se reçoivent sur les mêmes podcasts. Les mêmes communautés gravitent autour des mêmes figures. Ce n'est pas un hasard, c'est une structure. Et dans cette structure, les frontières entre les disciplines sont souvent très floues. Le bien-être se mélange avec l'ésotérisme et l'ésotérisme, lui, se mélange avec la naturopathie. Et la naturopathie se mélange avec le développement personnel. Le développement personnel se mélange avec les cartes de tarot et le tarot se mélange avec la méditation. Et tout cela se retrouve dans un livre, dans un podcast, un stage, un abonnement. La case bien-être est devenue une sorte de pot-pourri. Ce n'est pas nécessairement un problème. Les outils qui se trouvent dans ce pot-pourri peuvent être très utiles, aussi utiles que les fruits dessinés par le peintre dans une nature morte. Certains d'entre eux sont documentés, ont un effet réel, et certains aident les gens autrement. Le problème n'est pas le contenu, le problème est parfois la forme que prend l'accès à ce contenu. Parce que dans ces cercles, une règle non écrite existe souvent. Pour être visible, pour être poussé, exister dans cet espace, il faut appartenir au cercle ou avoir quelqu'un dans le cercle qui veut bien vous y amener. Et ces accès ont parfois un prix, pas toujours financier. Parfois il s'agit de loyauté, d'appartenance, de dépendance. Mais qu'est-ce que cela crée concrètement ? C'est une situation où beaucoup de voix qui parlent de bien-être ne sont pas forcément les voix les plus compétentes. Ce sont des voix qui ont été choisies par les cercles et inversement, beaucoup de personnes qui pourraient dire des choses utiles ne sont pas entendues parce qu'elles n'appartiennent pas au bon réseau. Ce que nous consommons comme bien-être est donc filtré par des réseaux dont nous ne connaissons pas toujours la logique. Et ça, c'est important de le savoir. Non pas pour rejeter ce que ces réseaux produisent, mais pour être un consommateur un peu plus lucide de ce que nous proposons. Maintenant, je vais vous parler de quelque chose que la science documente très bien et qui va peut-être vous surprendre. Il y a quelques années, des médecins spécialisés dans le sommeil ont commencé à observer quelque chose d'étrange.
Des patients venaient les consulter pour des problèmes de sommeil. Mais quand on leur demandait d'où venait le trouble, une réponse venait souvent. Ils avaient acheté une montre connectée ou une application de suivi du sommeil et depuis ils dormaient mal. L'outil censé améliorer leur sommeil l'avait perturbé. Comment ? Eh bien très simplement. Avant la montre, ces personnes dormaient sans y penser, sans évaluer. Après la montre, elles se réveillaient le matin et regardaient immédiatement leurs données. Sommeil profond insuffisant, fréquence cardiaque trop élevée, score de récupération moyen. Et même quand leur corps n'avait rien ressenti de particulier, les chiffres créaient une inquiétude. Alors les médecins ont appelé ce phénomène l'orthosomnie. Un mot un peu compliqué pour une idée très simple. L'anxiété de vouloir un sommeil parfait crée elle-même le trouble du sommeil. C'est un paradoxe de la surveillance excessive. Plus on surveille, plus on perturbe ce qu'on surveille. Et cela ne concerne pas seulement le sommeil. Cela concerne tout ce qu'on mesure de manière obsessionnelle. Les pas, les calories, le stress, la variabilité cardiaque. Imaginez à chaque fois que vous mangez un repas, quelqu'un vous note. Chaque bouchée, chaque ingrédient, chaque combinaison alimentaire. Est-ce que vous pensez que vous apprécieriez davantage ce repas ? Ou est-ce que vous pensez que manger deviendrait une source de stress ? La réponse est assez évidente, surtout lorsqu'on observe les enfants lorsqu'ils sont en train de manger. La réaction de l'enfant face à son plat lorsqu'il est surveillé est similaire à un adulte dans la situation que je viens de décrire. Et pourtant, c'est exactement ce que nous faisons avec notre corps. Nous avons transformé des actes naturels, dormir, manger, bouger, respirer, en performances évaluées. Nous sommes à l'apogée de devenir des machines parfaitement enregistrées. Et notre corps, lui, a une hormone qui répond très précisément à cette évaluation permanente, le cortisol. Le cortisol est produit par le corps en situation de stress ou d'alerte. À ce court terme, il est utile, il mobilise l'énergie, il aiguise la concentration. Mais quand il reste élevé sur une longue durée, parce qu'on est en vigilance permanente, parce qu'on évalue et surveille tout, il commence à faire autre chose. Il perturbe le sommeil, il fragilise le système immunitaire, il dérègle la digestion et paradoxalement, il ralentit la récupération musculaire. Ce que cela signifie concrètement, un programme de bien-être qui crée une vigilance permanente peut produire exactement l'effet inverse de ce qu'il promet. Le bien-être ne se mesure pas toujours en données. Parfois il se ressent et le corps est souvent plus fiable que l'application. Dans toute conversation sur le bien-être, il y a ceux qui y sont et il y a ceux qui n'y sont pas. On parle beaucoup des premiers, pas assez des seconds. Pourtant, les seconds sont nombreux. Et ils ne sont pas tous là pour la même raison. Il y a une première catégorie, ceux qui ne croient tout simplement pas à la machine. Ils ont regardé, ils ont observé, ils en ont conclu, ce n'est pas pour eux. Il ne s'agit pas de leur ignorance, mais par une lucidité propre à leur propre fonctionnement. Ils voient des cercles, des réseaux, ils voient des promesses qui ne correspondent pas toujours aux résultats. Ils voient que beaucoup de ce qu'on appelle bien-être est en réalité du commerce. Un commerce d'espoir, un commerce de culpabilité, un commerce d'appartenance à une communauté qui vous dira que vous allez mieux si vous achetez le produit. Ces personnes ne sont pas cyniques, ce sont souvent des personnes qui ont le sens critique suffisamment développé pour reconnaître un système de vente déguisé en chemin de guérison. Et il y a la deuxième catégorie, ceux qui ne sont pas dans la machine, non pas parce qu'ils ne croient pas en la machine, mais parce qu'ils sont épuisés qu'on leur dise quoi faire. Épuisés qu'on leur explique comment dormir, comment manger, bouger, respirer, penser.
À un moment, quelque chose en eux a dit « ça suffit ». Mon corps existait avant toutes ces applications. Il a fonctionné sans elles pendant des années et il saura continuer. Ces deux catégories méritent d'être entendues parce que dans les deux cas, il y a quelque chose de juste. La première dit « le système a un problème ». La deuxième dit « la dépendance a un problème ». Et dans ces deux cas, la conclusion est la même. Le bien-être ne peut pas venir uniquement de l'extérieur. Il ne peut pas être prescrit, il ne peut pas être vendu, mais il peut être accompagné et soutenu. Mais la source, elle, est toujours interne. Et c'est ici que le monde du bien-être moderne a parfois du mal à dire les choses clairement. Parce que si la source est interne, il y a peu de choses à vendre. Le vrai bien-être n'a pas besoin d'un abonnement. Je vais vous dire quelque chose de simple. Quelque chose qui ne nécessite pas l'intervention d'une application pour être comprise. Se reposer n'est pas quelque chose qu'on réussit ou qu'on rate. Ce n'est pas un score, ce n'est pas une compétition. Ce n'est pas quelque chose qui se partage en story pour prouver qu'on fait le bien. Se reposer, c'est s'arrêter, c'est tout. Et cette chose aussi simple, s'arrêter, est devenue l'une des choses les plus difficiles à faire dans notre époque. Parce que s'arrêter ressemble à ne rien faire et ne rien faire ressemble à échouer. Alors on remplace le repos par de l'optimisation du repos. On remplace le silence par de la méditation guidée. On remplace l'absence d'activité par de l'activité récupératrice certifiée. On ne supporte plus le vide, mais le vide, justement, a quelque chose à offrir. Il y a une idée que j'aimerais vous laisser aujourd'hui. Une idée simple, peut-être un peu radicale. Le vrai bien-être, celui qui ne dépend d'aucun cercle, d'aucun réseau, d'aucune application, commence souvent par une seule chose, le silence. Et je ne parle pas du silence comme technique. Je ne parle pas non plus du silence comme pratique à acheter dans un stage à 300 €. Le silence comme état, comme permission que vous vous donnez de ne pas remplir chaque moment, comme espace dans lequel votre corps peut enfin dire ce qu'il ressent, sans que quelqu'un lui dise quoi ressentir, sans écran qui lui annonce comment il va. Juste lui et ce qu'il a à dire. Nous reviendrons sur cette idée dans quelques semaines, parce que le silence mérite un épisode entier. Mais pour l'instant, retenez simplement ceci. Si vous ne savez plus par où commencer avec le bien-être, ou si vous n'avez jamais su, commencez par ne rien écouter pendant 5 minutes. Pas de musique, pas de podcast, pas d'application, juste vous. Et ce que votre corps a à vous dire dans ce silence. Avant de vous quitter, je veux revenir sur une question que nous n'avons pas résolue aujourd'hui. Parce que ce n'est pas une question qui a une réponse unique. Alors le bien-être moderne, vous fait-il du bien ? Peut-être que oui. Si vous avez trouvé dans cet espace des outils qui vous correspondent, des pratiques qui vous font du bien, des personnes qui vous accompagnent sincèrement, alors ce bien-être-là est réel et il mérite d'être regardé. Mais sinon, si vous avez l'impression que cette machine vous impose plus qu'elle ne vous libère, si elle vous dit quoi faire avant même que vous ayez eu le temps d'écouter ce que vous avez besoin, si elle vous vend votre propre guérison sous forme d'un abonnement, alors peut-être qu'il est temps de faire un pas en arrière. Pas un pas en arrière de vous-même, un pas en arrière de la machine, pour retrouver ce qui vient de vous, et non pas ce qu'on vous a dit
que vous devriez vouloir. Je ne suis pas là pour vous dire quel chemin choisir. Je suis là pour vous donner des outils pour choisir vous-même et vous rappeler régulièrement que la première expertise sur votre corps n'appartient absolument pas à un coach, ni à une application ou à un cercle. Elle vous appartient. Notre prochain rendez-vous nous amènera vers quelque chose d'un peu plus physique. Vous connaissez cette sensation ? La nuque tendue après une dispute, le ventre qui se noue après une conversation difficile, la mâchoire qui se serre sans raison apparente. Ces réactions ne sont pas dans votre tête, elles sont dans votre corps. Elles ont un nom. Et oui, la prochaine fois, nous verrons ce que la colère fait concrètement à l'organisme, où elle s'installe, comment elle circule, et ce que le corps demande pour s'en libérer. Parce que la colère, comme le repos, comme le bien-être, n'est pas seulement une question d'état d'esprit, c'est une question de corps. D'ici là, prenez soin de vous. Et si une seule chose reste de cet épisode, que ce soit celle-ci. La prochaine fois que vous vous demandez si vous vous faites bien votre bien-être, posez le téléphone, fermez l'application, écoutez simplement votre corps. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. À très bientôt.